Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité ce matin avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, bonjour directeur bonjour général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Il va falloir faire un tome 2. Il y a un livre qui sort à la rentrée. Ah très bien. Mais pas sur la jeunesse. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Bonjour. Régis de Castelnau est avec nous. Bonjour Régis, vous êtes avocat. On peut vous suivre sur votre blog Vue du droit, sur Twitter également. Vous êtes très actif. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur également et membre de la rédaction de Front Populaire. Et nous attendons Jean-Christophe Gallien qui ne devrait pas tarder à arriver, politologue et conseiller en communication. On va revenir, puisqu'on a la chance d'avoir Frédéric Dabi avec nous, sur ce sondage autour des enjeux des européennes selon les Français. Ce qui va les encourager, quels sont les motivations à aller voter. Je suis pas certaine, mais on va en parler. La France qui soutient la Cour pénale internationale qui, vous le savez, renvoie dos à dos le Hamas et Israël, qui appelle un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et les dirigeants du Hamas. Et la France qui suit la recommandation, puisque ce n'est pas une décision pour l'instant, c'est une requête qui a été faite par le président de la CPI. Et puis le chantage social... Pardon ? C'est pas ça ? Non, excusez-moi, je suis casse-pied. Par le procureur. Non, par le procureur. C'est très important de bien distinguer le parquet qui poursuit et la juridiction qui juge. Vous avez raison, c'est le procureur, mais... Ce n'est pas sans incidence et sans réaction. Bien évidemment, ce matin, l'Italie, vous l'avez peut-être vu, ne soutient pas cette requête. On y revient. Évidemment, on va parler évidemment aussi des JO si on a le temps. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jonas, on va commencer avec vous. Oui, mon coup de cœur, c'est pour ce jeune policier de 22 ans. Dans le micro. Oui, c'est pour ce jeune policier de 22 ans qui, cette semaine, a fait un acte héroïque. Puisque vous savez, vous en avez entendu parler dans l'actualité, la synagogue de Rouen a été brûlée partiellement par quelqu'un qui a mis le feu à cette synagogue. Et en fait, à 6h30 du matin, lorsque les policiers sont arrivés sur place et qu'ils ont vu l'assaillant, cet assaillant a essayé de tuer les pompiers qui essayaient d'éteindre le feu. Il a essayé également de tuer les policiers qui étaient sur place pour l'interpeller. Et là, fort de son sang-froid, ce jeune policier a décidé d'ouvrir le feu, alors que vraiment, il sortait quasiment de formation. Et en faisant cela, non seulement il a épargné la vie de ses collègues, la vie des pompiers également qui étaient là, mais la vie de plusieurs milliers de personnes, puisqu'on est en plein centre-ville de Rouen, et qu'il a évité d'abord évidemment que la synagogue ne brûle, et deuxièmement qu'il y ait un incendie dans la grande ville de Rouen. Et donc, vous voyez, souvent on parle d'une jeunesse qui ne se mobilise pas, d'une jeunesse qui est apathique. Voilà un héros de notre jeunesse. Et j'ai été hier avec le ministre de l'Intérieur pour la décoration de ce jeune homme qui non seulement n'a pas voulu que son nom soit cité, mais qui a également demandé à ce que les images ne soient pas diffusées, parce que c'est un héros assez humble, mais aussi un héros qui craint pour sa vie. Voilà ce que c'est que les héros de notre jeunesse d'aujourd'hui. Coup de cœur pour ce policier. Régis, vous aviez un coup de gueule. Oui, qui est récurrent. J'entendais ce matin Marion Maréchal revenir une fois de plus sur le droit de grève pour le remettre en cause. Il faut interdire le droit de grève les jours fériés pendant les vacances, comme ça elle pourra prendre l'avion. Non, c'est un droit constitutionnel qui est consacré par la Constitution. C'est un droit qui a été l'outil de toutes les conquêtes, faut pas oublier ça. Alors c'est gênant, évidemment, c'est prévu pour être gênant justement, et donc je suis d'accord que dans certaines circonstances, il faut peut-être des réglementations, c'est comme la liberté d'expression, mais il faut arrêter en permanence de se battre contre ce qui constitue un droit fondamental des travailleurs, et je me répète, historiquement, ce sont uniquement ces luttes assorties en général de grèves qui ont permis d'obtenir des avantages. Je pense en particulier, par exemple, aux congés payés ou autres, ou bien évidemment toutes les questions de rémunération, la santé, ce qui a été mis en place. Parce que c'est pas par hasard
que c'est dans l'immédiat après-guerre que ce droit a été consacré dans la Constitution. C'est le préambule. Hein. Oui, donc voilà, je suis agacé par ces remises en cause permanentes. Mais est-ce que c'est pas la théorie? Est-ce que c'est pas effectivement ce que vous énoncez est ce que devrait être le droit de grève? Et est-ce qu'il n'y a pas eu aujourd'hui une forme de dérive malgré tout, quand on voit qu'aujourd'hui, alors on est un petit peu en avance sur le sujet que je voulais traiter, mais sur le chantage au JO, chantage à la grève, la théorie est un petit peu loin. C'est-à-dire qu'on en abuse peut-être aussi de ce droit de grève. Enfin, je sais pas. Excusez-moi Valérie, oui. Dès qu'on utilise le mot de chantage, ben oui, la grève c'est un chantage. Mais oui, évidemment, mais moi, ça n'est qu'un chantage. Par rapport aux Jeux Olympiques, et ça permet de rappeler qui c'est qui fait tourner la boutique. Hein, par rapport aux Jeux Olympiques, on est là, tout le monde parade, le président de la République parade, Madame Hidalgo parade sur ces Jeux, etc. Ça va pourrir la vie des Parisiens, mais ça c'est une autre histoire. Hein, et il faudrait que ceux qui vont être en première ligne pour faire tourner n'aient pas voix au chapitre. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir des dérives, mais l'utilisation du terme chantage est plus qu'impropre. Oui, le droit de grève est un chantage, absolument. Est un chantage avec des conséquences différentes selon les professions. Si moi je me mets en grève, tout le monde s'en fout. Je suis pas sûr que mon patron m'augmente. En revanche, oui, mais justement, oui. Et puis que dans le secteur privé, les grèves sont relativement rares. Frédéric, sur le droit de grève. Dans les enquêtes d'opinion sur la longue durée, on voit, comme le dit Régis Castelnau, un attachement très fort des Français au droit de grève sur le principe. Bien sûr. Dans les faits, systématiquement, quand Nicolas Sarkozy met en place ce service minimum, il y a un soutien ultra majoritaire, y compris de sympathisants de gauche. Il y a cette gêne qui est de plus en plus mise en avant par les Français. Hein. Quand je prends le baromètre IFOP JTD sur les marques préférées des Français, la SNCF a perdu une quinzaine de points parce qu'il y a eu ces grèves sauvages que les syndicats d'ailleurs ne contrôlaient pas au moment des vacances de février. Alors je nuancerai quand même sur ce qu'a dit Régis de Castelnau. Oui, la plupart des conquêtes sociales ont été permises par la grève ces dernières années, avec l'alternance sous la 5e République. La 5e semaine de congés payés, c'était pas des grèves, c'était François Mitterrand. Les 39 heures, c'était pas des grèves, c'était la gauche au pouvoir. Donc maintenant, c'est ça aussi qui fait que le droit de grève est moins, je dirais, porté au pinacle. C'est le fait qu'il y a d'autres moyens que la grève, même si la grève, effectivement, est un moyen, si je puis dire, cardinal, pour faire avancer, pour une partie des Français, les droits. On va y revenir dans un instant. Je vous donnerai la parole, Jonas Haddad, au retour, après le journal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Je pense qu'on va avoir du débat aujourd'hui, encore plus que d'habitude peut-être. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La fracture aux éditions Les Arènes. Jonas Haddad, avocat. Régis de Castelnau, avocat également. Et on vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Et je rappelle votre livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On va revenir sur... pas les intentions de vote, c'est ce qui les motivations du vote. Premier enjeu des Européens selon les Français, le pouvoir d'achat. On va y revenir avec vous dans un instant, et puis on va évidemment parler de ce qui fait polémique avec le réquisitoire, le procureur de la CPI, de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, pardon, oui, je mélange les mots, la Cour pénale internationale qui a réclamé des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou et également deux dirigeants du Hamas. La France s'est alignée sur cette réquisition. Ça a fait évidemment beaucoup réagir de mettre sur le même pied un pays comme Israël et un groupe terroriste. On pourra en reparler avec vous. On continue. Vous vouliez réagir ou pas sur la grève? Un mot, oui. Puisqu'on parlait de la grève avec Régis de Castelnau, c'est son coup de gueule qui n'accepte pas qu'on le remette en cause régulièrement. Oui, très rapidement. Évidemment que la grève est un droit. Mais la grève n'est pas le seul droit de la Constitution. Vous avez d'autres droits, comme le droit de se déplacer, comme le droit d'entreprendre, comme le droit de travailler. Et vous savez, la base même d'un droit équilibré, c'est de faire en sorte qu'un droit n'empiète pas sur les autres. Et évidemment, la grève, c'est toujours un chantage.
Mais pardonnez-moi de dire qu'on n'est plus au XVIe siècle dans lequel les dockers ne voulaient pas débarquer des paquets. Aujourd'hui, vous êtes avec des gens parfois qui font grève, qui sont à 32 heures par semaine, qui bénéficient d'importantes RTT, qui maintenant bénéficient également du télétravail. Et, pardonnez le peu, le Premier ministre a envisagé récemment la semaine de 4 jours. Donc si vous voulez, on est dans des systèmes dans lesquels, notamment lorsqu'on est dans le service public aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit dans un rapport de force très problématique pour les personnes qui bénéficient de ces statuts-là. Donc remettre en cause le droit de grève, non, mais l'équilibrer avec les autres droits, c'est-à-dire le droit de nous tous, de pouvoir à la fois se déplacer, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir une vie décente, oui. Et donc, il ne faut pas que le droit de grève soit un droit immuable, raison pour laquelle le service public minimum, par exemple, c'était une très bonne idée qui était soutenue par la majorité des Français. Mais vous avez les policiers ou les agents hospitaliers qui ne peuvent pas faire grève, qui ont des brassards quand ils font grève, mais qui ne se mettent pas, qui n'arrêtent pas le travail aussi. Il y a différentes formes de mobilisation. Bon, on pourra y revenir un petit peu plus tard quand on va parler des Jeux Olympiques. Frédéric Dabi, avec vous, vouliez faire une précision, votre coup de... Oui, c'est une forme de coup de gueule, une forme de déploration sur le fait qu'effectivement les réseaux sociaux, c'est comme la langue d'Ésope, sont la meilleure et la pire des choses, mais de plus en plus, notamment X, je vois plutôt le pire que le meilleur et le pire. Je vais revenir sur la balise IFOP fiduciale qu'on a publiée vendredi dernier. Chaque semaine, pour nos auditeurs, on publie une enquête d'actualité en lien avec les équipes de Sud Radio et de Patrick Roger. On a posé nos questions historiques sur l'Ukraine. On a, depuis le début de l'invasion russe, des questions sur le niveau d'inquiétude, sur le souhait de voir fournir des armes à l'Ukraine, sur le pronostic s'agissant de la fin de la guerre, etc. Et on avait posé une question qu'on avait déjà posée au mois de février, suite aux propos d'Emmanuel Macron, sur l'adhésion à une intervention militaire française en Ukraine dans le cadre d'une coalition européenne. Le rejet est massif, mais dans mon commentaire, j'ai mis en avant le fait que l'adhésion, le fait que les Français soient favorables à ce que la France participe, je veux dire la question exactement, c'est pour ça, à ce que la France participe au sein d'une coalition européenne à une intervention militaire en Ukraine contre les forces russes, passe de 27% à 34% en à peine 2 mois. Donc j'ai mis ce fait en avant dans mon commentaire qui est passé dans la matinale. La personne en charge du tweet de Sud Radio a mis comme titre « Un tiers des Français favorables à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine », même si dans le commentaire j'avais dit que 2 tiers étaient défavorables. Et à partir de cela, le tweet a été vu 45 000 fois. Bon, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, mais qu'est-ce que ça pèse par rapport aux 45 millions d'inscrits sur les listes électorales. On a eu un véritable déchaînement. Alors je vous laisse les meilleurs. L'IFOP vendu, Sud Radio qui a définitivement changé. On a caché le chiffre. Le chiffre, c'était 2 tiers et non pas 1 tiers. Moi, j'assume d'avoir mis en avant. On n'est pas toujours sur une question d'opinion. Et l'intérêt, c'est de suivre dans le temps des données d'opinion sur le chiffre majoritaire. Il faut le rappeler, mais ce qui est intéressant de voir, ce sont les évolutions, les jeunes qui étaient plus favorables que les personnes plus âgées, le fait que chez les sympathisants de la France Insoumise, on était plus favorable que la moyenne à cet envoi de troupes. Donc voilà, moi c'est une sorte de déclaration totalement qui sera d'une efficacité absolument nulle, mais je ne comprends pas l'incapacité d'être dans la nuance, le cadre idéologique pro-russe, il faut le dire, d'une partie des personnes qui ont commenté ce sondage au risque d'un véritable aveuglement, sur notre sondage, sur notre site, sur le site de Sud Radio, il était bien indiqué que 2 tiers des Français étaient défavorables et rejetaient l'envoi de troupes militaires occidentales ou françaises sur le théâtre d'opérations russo-ukrainien. Mais voilà, c'est cette idéologie qui, je dirais, pourrit tout, et le fait que, systématiquement, on cherche des complots. Alors, on en a ressorti l'actionnariat de l'IFOP, Sud Radio qui n'était plus ce qu'elle était. Je laisse nos auditeurs, s'ils ont le temps, ils ont sans doute beaucoup mieux à faire, à voir sur Twitter et sur X la manière dont a été traité un sondage qui a été réalisé, comme toujours, honnêtement, et comme je le dis, l'intérêt, c'était de voir surtout l'évolution de l'opinion. Moi, 7 points de plus sur cette adhésion à l'envoi de troupes militaires occidentales en à peine 2 mois. On n'est pas dans la marge d'erreur. Je trouvais ce chiffre intéressant et j'assume d'avoir mis en avant.
Jean-Christophe Gallien, vous nous avez finalement rejoint. La circulation, il faut le dire, dans Paris devient apocalyptique. C'est l'avant-JO. Donc vous avez mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à chez nous. Vous êtes politologue et conseiller en communication. Alors c'est dommage que vous ne soyez pas arrivé plus tôt, puisque on parlait avec Régis de Castelnau du droit de grève. Régis disait le droit de grève, ça suffit. À chaque fois, on le remet en question. Marion Maréchal-Le Pen en parlait ce matin. Et vous, votre coup de gueule, c'était le chantage au JO, justement, nouveau sport national. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas le droit de grève finalement auquel je m'oppose évidemment, bien évidemment, ni même sur le fond. La réalité d'un surcroît de travail qui va être demandé à un certain nombre de corps de métier. Ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point très rapidement, et notamment parce que, notamment à la RATP, on a très vite donné ce qui était demandé. Quand on parle de sport, en l'occurrence, c'est la peur des grèves. Voilà, ces sports nouveaux sont des sports rapides. Il s'agit pas de marathon. Là, on est plutôt dans le sprint, voire même pour certains, on n'a pas besoin de rentrer en compétition. Je pense aux aiguilleurs du ciel, les contrôleurs aériens qui avaient déjà obtenu au mois de décembre finalement ce qui n'avait à peine fait que demander, comme dans un marronnier médiatique. Mais la réalité, c'est que c'est se poser la question d'ailleurs dans quelles conditions on a ça, parce que plus loin que la grève, plus loin que l'idée qu'on en profite, que c'est très français, mais ça a pu exister dans d'autres pays, mais véritablement pour avoir vu notamment assister de près et en continu aux Jeux de Londres en 2012, c'était pas tout à fait la même atmosphère. Et je crois que là, on a quelque chose qui touche aussi à l'idée que si on était un peu coquin, on pourrait dire que même, vous voyez, quand on dit voilà, ils vont travailler davantage, ainsi de suite, on est beaucoup dans des corps de métier où parfois atteindre les 35 heures alors qu'on est dans une réforme qui est parfois contestée est compliqué. C'est-à-dire qu'on a même parfois des gens dont on sait très bien depuis l'intérieur qu'il y a déjà une difficulté à aller à 35 heures par semaine. Alors c'est pas une critique méchante, c'est la réalité, c'est un constat qui est fait. Et puis alors, il y a un deuxième point, c'est pas exactement ce que je pensais ce matin quand j'ai dit à Juliette derrière moi que ce coup de gueule était finalement ce qui m'intéressait davantage aujourd'hui, c'était aussi que si on allait plus loin, il y a les gestionnaires de tous ces systèmes. Et on a un ancien Premier ministre qui a pris l'habitude pendant la période Covid de gérer la crise avec de l'argent. Parce que le grand gestionnaire à l'époque, c'était quelqu'un qui dépensait de l'argent par rapport à d'autres pays. Quand on se balade, parliez tout à l'heure d'un certain nombre de sujets internationaux, quand on se promène, dans la période, on n'a pas eu des mois et des mois de gestion achetée, si vous voulez, je le dis comme ça, non pas de la paix sociale, mais d'une tranquillité économique qui aujourd'hui d'ailleurs nous pose des difficultés à rebours, et c'est normal. Et le même monsieur qui était Premier ministre à l'époque est aujourd'hui le patron de la RATP, et finalement ça a été un des premiers qui a dépensé l'argent très rapidement pour calmer quelque chose qui était une grogne qui n'atteignait pas les 35 heures par semaine. Il ferait bien de s'occuper d'ailleurs de ce travail-là, c'est-à-dire faire en sorte qu'à l'intérieur de la RATP, on soit plus efficace dans la réalité du temps qu'on passe à travailler. Je parle pas simplement de ceux qui pilotent les rames, mais aussi celles et ceux qui travaillent autour. Et je crois que c'est aussi un problème dans notre pays, parce qu'il a créé un précédent. Aujourd'hui, c'est la SNCF. Il va y avoir des difficultés en régularité, jusqu'à mon avis, jusqu'au moment des Jeux, parce que la pression va se maintenir. Et puis dans d'autres corps administratifs, ou en tout cas de la fonction publique, je crois qu'il y a une vraie difficulté qui est celle qui est dite par cette affaire, c'est comment on gère et qui sont les gestionnaires, qu'ils soient politiques ou pas, qu'ils soient hauts fonctionnaires ou pas, et je pense notamment à la haute fonction publique dans ce pays. Il faut apprendre non pas à gérer en dépensant, mais à gérer en faisant exécuter les missions, en récompensant ceux qui travaillent mieux. C'est l'éducation nationale, c'est la justice, c'est tous les corps, non seulement régaliens, alors ça c'est grave, mais aussi tous les autres qui se sont répandus à travers le territoire français. Rappelons-nous combien pèse aujourd'hui la dépense publique dans ce pays. Il faut qu'elle soit efficace et pas simplement celle qui est donnée par des soi-disant managers, mais qui sont plutôt des gens qui dépensent notre argent. Et je pense en particulier au président de la RATP aujourd'hui, et qui dépense l'argent pour calmer finalement ce qui est normalement le droit de grève, et effectivement la négociation. Et là, pour le coup, je peux pas en vouloir à ceux qui jouent avec cette faiblesse. Une réaction ? Oui, en fait, si on tire le fil, parce que cet argent, il n'est pas magique. Si on tire le fil, c'est également le déséquilibre structurel entre les travailleurs du privé et les travailleurs du public. Et une enquête récente au niveau européen disait bien qu'en France, on est le pays en Europe dans lequel il y a le plus de disparité entre le temps de travail du privé et le temps de travail du public. Et donc en fait, l'acceptation sociale devient de plus en plus compliquée. Difficile. Parce qu'il y en a qui bossent énormément, je pense notamment à tous les indépendants qui nous écoutent, s'ils sont dans leur voiture ou autre. Et puis d'un autre côté,
et certains qui bossent, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais qui ont des revendications financières plus importantes. Et donc cette disparité, ça crée ce que Frédéric Dabi pourrait appeler une fracture. Ça crée une fracture. Et vous regardez d'ailleurs dans les raisons qui font que le Rassemblement national monte, il n'y a pas que les questions d'immigration. Il y a aussi la question de dire, on en a marre de travailler pour ceux qui travaillent pas, peu importe leurs origines et peu importe leur pratique, quoi, si vous voulez. Je partage ce que Jonas vient de dire. Il ne faut pas oublier, il y a eu un véritable tournant lors de la présidentielle de 2022. Quand je regarde le sondage jour du vote, d'explication du vote, IFOP fiducial pour Sud Radio et TF1 LCI de l'époque, la première motivation des électeurs de Marine Le Pen au premier tour, c'était pas l'immigration. C'était le pouvoir d'achat, le travail qui paye mal, le sentiment d'injustice, la question de l'assistanat qui, je le dis souvent, n'est plus une question clivée gauche-droite. Vous trouvez systématiquement une majorité de sympathisants de gauche qui répondent à la question que l'on pose depuis des années, l'indicateur d'échelle, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et dans ce cadre-là, il y a une vraie colère contre la fraude du haut, mais également contre la fraude du bas. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On va peut-être parler de votre sondage aussi. On continue avec, puisque les européennes, c'est très très bientôt. Vous avez sondé les Français sur ce qui les motivait à aller voter. Est-ce que la première motivation, c'est pas juste un vote de protestation contre le président de la République ? Alors c'est ce que montre notre ligne IFOP fiducial. Il y a souvent des élections intermédiaires qui sont des élections où on va surtout voter pour sanctionner le pouvoir en place. Mais est-ce que c'est pas plus vrai que jamais cette fois-ci ? C'est drôle, ça n'a aucune valeur scientifique ou probante. Les élections européennes d'une année qui se terminent par 4 ont toujours été des élections où le vote sanction a été très fort. En 84, la liste Jospin avait été sanctionnée. En 94, la liste Rocard, même si François Mitterrand était en état de cohabitation. 2004 pour l'UMP, 2014 pour le PS. C'est vrai que dans notre indicateur hebdomadaire du rolling IFOP fiducial, on a en ce moment 41% de mémoire des Français qui déclarent vouloir voter avant tout pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement. C'est très fort dans les électorats, par exemple, Jordan Bardella. Un peu moins chez Marion Maréchal, un peu chez François-Xavier Bellamy, moins à gauche parce qu'il y a ce vote pro-européen désirable, entre guillemets, le vote Raphaël Glucksmann. Mais c'est vrai que quand on regarde la hiérarchie de cette enquête sur les motivations du vote, on a que des enjeux nationaux. On a le pouvoir d'achat, bien sûr, on a l'immigration, on a la santé. Et là aussi, c'est intéressant. De mémoire, j'ai pas le rapport devant moi, c'est pas sérieux, je vais me mettre la main dessus dans quelques instants. Mais je crois que dans l'électorat Bardella, je vous le confirme dans quelques instants, le pouvoir d'achat est devant l'immigration dans la partie motivation du vote, ou en tout cas il est à un niveau extrêmement élevé. C'est vrai que dans un contexte en plus où l'Europe fait l'objet d'un rejet beaucoup moins fort que lors de l'élection de 2019, il y a cette idée de seule élection nationale du quinquennat, parce que sauf dissolution que personne ne peut prévoir autour de cette table, ça sera le seul scrutin national. Donc il y a un côté maintenant ou jamais, il y a un côté de déception avec cette campagne présidentielle où il n'y a pas eu ce moment de dispute nationale traditionnelle. Donc il y a l'idée de faire de cette élection peut-être un référendum anti-Macron. Ça se voit dans le cadre de notre holding, puisque la liste Valérie Hayé obtient entre 16 et 17%, c'est-à-dire très en deçà de ce qu'avait obtenu la liste Loiseau en 2019. Alors, Régis, vous irez voter. Quelles sont vos motivations ? Mes motivations, c'est sanctionner Emmanuel Macron, évidemment, que j'aime tant. Non, mais je pense qu'on traverse quand même une période un peu particulière, Frédéric. Il y a une crise mondiale qui est inquiétante quand même. Il y a la guerre en Europe centrale, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a une crise économique tout à fait indiscutable que les gens perçoivent et ressentent, et puis il y a le rejet d'Emmanuel Macron. C'est impressionnant. Tout à l'heure, on parlait des Jeux Olympiques, pas que moi d'ailleurs. Je pense que c'est pas un cadeau qu'il a fait à ces Jeux, à cette manifestation sportive, que d'en avoir fait son emblème. Emmanuel Macron, je pense que c'est pas effectivement un cadeau. Donc voilà la volonté de sanction. Mais Frédéric, avec des pourcentages de participation qui sont toujours très bas
Aux alentours de 40%. Non, je ne dirais pas ça. Dans notre ligne, on est sur 47%. Oui, mais ça remonte. Surtout, Régis, c'est supérieur à ce que l'on mesurait il y a 3 semaines du vote en 2019. Ça ne veut pas dire en 2019 il y a eu déjà une bonne surprise, puisqu'il y a une majorité de Français qui sont allés voter. Et ce qui était pas arrivé depuis longtemps. Non, mais ça, absolument. Jusqu'à présent, et là, il semble que il se passe quelque chose, semble-t-il, et c'est nourri par le rejet anti-Macron. Si vous discutez un peu autour de vous, on sait qu'il peut pas se représenter. Quand vous discutez avec des gens, ils vous disent encore 3 ans, mais c'est affreux, c'est horrible. En plus, lui, il va avoir une fin de mandat compliquée, puisque il ne pouvant pas se représenter, on se demande bien, il va être condamné à inaugurer les chrysanthèmes. Oui, je pense que elles ont un fort contenu politique, mais que celui-ci, il est moins sur les enjeux directement européens, il est sur l'affrontement autour d'Emmanuel Macron. Et une auditrice, Véronique, me dit, mais ça changera quoi au niveau national? Rien du tout. Sauf qu'on a le sentiment, ça va changer quoi, Jean-Christophe Galien? Alors pour le coup, pour élargir un peu, on l'a partout en Europe, ou quasiment, dans les 27 pays, pour le coup, pour l'avoir fait récemment, la semaine dernière, pour vraiment croiser l'ensemble. Évidemment, ici, il y a un côté un peu supplémentaire, c'est-à-dire que c'est lié à l'élection présidentielle en France qui est très particulière. On n'est pas sur un chef de gouvernement ou un président du Conseil. Il y a qu'un pays où il y a un artiste politique qui s'en sort à peu près bien, c'est Monsieur Sanchez en Espagne, qui finalement, malgré tous ses ennuis, les 2 forces politiques qui dominent, c'est le Parti populaire, la droite, et puis son Parti socialiste à lui. Mais partout ailleurs, les gens qui sont au pouvoir sont un peu en difficulté. Mélanie n'est pas en difficulté, peut-être. Comment ? Mélanie, la deuxième exception. Alors exactement, parce que Mélanie, pourquoi? Parce que justement, elle a eu le courage, entre guillemets, je le dis comme je le pense, d'aller, et c'est très malin politiquement, d'aller tirer la liste. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la marque Macron? Pourquoi la marque Macron elle est en difficulté? Il s'agit de ça. Dans l'affaire, la proportionnelle intégrale sur la totalité du pays, ça cote les partis politiques, ça cote les rapports de force politique. C'est comme un énorme sondage, mais cette fois-ci en réel de la société française. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? 16%, 17% Madame Hayé. Bon, c'est Madame Hayé, mais c'est la cote d'Emmanuel Macron et de sa marque Macron aujourd'hui. Mais s'il avait eu Monsieur Attal, plutôt que de rester au gouvernement et de lui dire aujourd'hui d'aller faire campagne, s'il avait mis en première liste et évité depuis le mois de janvier et de le mettre en premier ministre, peut-être que ça serait différent. Alors je dis pas qu'il ferait 25 ou 26, mais en réalité, il y a une erreur politique, en plus de la réalité de ce qui est l'état d'esprit des Français par rapport à Emmanuel Macron, qui vient encore davantage creuser cet écart. Et là, pour le coup, sinon, il serait dans un rapport d'étiage qui est à peu près le même que ceux qui gouvernent aujourd'hui en Europe par rapport à cette élection. Et vous avez raison, c'est le moment politique. Comme personne ne voulait y aller, comme ils ne l'ont pas pris au sérieux, comme pourtant lui a fait campagne dès le départ, les vœux, l'hommage à Jacques Delors, ainsi de suite, il s'est engagé. Il est obligé d'y aller et c'est lui qui va prendre les coups parce qu'effectivement après ces 3 ans, Régis a raison, qui vont être très compliqués et pas simplement le 10 juin. Jonas Haddad, il y a un côté suicidaire, non, chez Emmanuel Macron? Non, moi je le résumerai de cette façon. C'est lui se croit le maître des horloges, mais les Français ont envie de remettre les pendules à l'heure. Joli. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis l'élection présidentielle, il a considéré que c'était lui qui faisait l'élection et donc qui effaçait quasiment l'élection. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle, il n'y a pas eu la dispute nationale qu'évoquait Frédéric. Après les législatives, les Français lui disent « Nous ne voulons pas te donner une majorité » et il fait semblant de ne pas l'entendre, alors qu'il y a une majorité qui n'est pas absolue, que c'est une majorité relative. Il fait un remaniement alors qu'il n'y a même pas eu les élections européennes, en pensant être le maître des horloges et en pensant qu'en mettant Attal, il va renouveler son quinquennat. Et à chaque fois, les Français lui disent « Mais tu sais, nous sommes souverains. Et comme nous sommes souverains, nous allons t'expliquer à chaque élection qu'il y a depuis la réélection de M. Macron, et il perd des points. » Et donc en fait, je pense que là, ils veulent vraiment remettre les pendules à l'heure et envoyer une grosse claque à ce gouvernement pour qu'il prenne d'autres inclinaisons. Évidemment, comme M. Macron pense également qu'il est le maître des horloges, eh bien, il ne va pas se mouiller lui-même parce qu'il a peur du résultat que ça peut donner. Il appelle ça enjamber les élections. Mais pardon, on n'enjambe pas les élections. On les affronte. Surtout quand il y en a très peu. Et on prend les conséquences de ça. Il y aura des conséquences, effectivement. On va en reparler dans un instant, où on va essayer d'élargir un peu le sujet. À tout de suite. On se retrouve pour continuer de débattre et de parler de l'actualité. On va parler de la Cour pénale internationale, évidemment, dans un instant. Juste Frédéric, une précision sur votre sondage. Donc, par rapport à notre sondage, les 4 premiers enjeux qui motiveraient le vote, qui donnent envie
d'être pris en compte dans son vote aux européennes du 9 juin, c'est le pouvoir d'achat, je l'ai dit, de l'immigration, ex-aequo avec du système de santé, en numéro 4, l'environnement et le climat. L'Europe arrive en bas de tableau, et je nuance ce que j'ai dit, mais j'étais quand même dans le vrai. Ouais. C'est la première fois ou presque que pour la liste RN, la première motivation, c'est à la fois l'immigration à 65%, mais également le pouvoir d'achat à 62%. Ça se joue à 3 points. En revanche, pour la liste Reconquête, c'est vraiment l'immigration à 89%, le pouvoir d'achat à 21%. On voit très bien, on a tendance à les mettre ensemble. C'est quand même deux motivations et deux électorats extrêmement différents. Et quant à Emmanuel Macron, c'est vrai que l'émetteur Macron est beaucoup plus abîmé qu'en 2019, où il sortait du grand débat. Il incarnait à droite l'ordre et la sécurité après les Gilets jaunes. Il essaye de, retrouver ce mantra de 2019, mais les conditions ne sont plus du tout les mêmes, ça a été très très bien dit. Et dans ce cadre-là, Emmanuel Macron peut être la solution pour remobiliser le socle électoral, son socle électoral présidentiel, mais également le problème en mobilisant contre lui. Non, Valérie, oui, Régis. Oui, je ne suis pas intervenu sur ce sujet. Ce que je voudrais dire, et là je me tourne bien évidemment vers Frédéric, c'est que les élections européennes, elles sont toujours extrêmement importantes. En général, elles déclenchent des dynamiques. Moi, j'ai deux exemples. Le premier, c'est celui de 84, où pour la première fois, le Front National de Jean-Marie Le Pen est passé devant le Parti communiste, avec tous les problèmes que ça posait au sein du parti. Puis ensuite, c'est rapidement effondré. En 2015, le FN, qui est encore FN, je crois, est très haut. Il doit être à 27, quelque chose comme ça. Et on sait dès ce moment-là que Marine Le Pen sera au deuxième tour. On le sait. Donc tout le travail va consister à essayer de sortir de la fausse alternance qui est en échec, c'est-à-dire Sarkozy et ensuite Hollande, pour trouver un candidat. Et ce candidat sera quelqu'un sorti de nulle part, qui sera Emmanuel Macron, avec toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Donc, moi, la question que je me pose, Frédéric, c'est que j'ai pris deux exemples, mais à mon avis, il y en a d'autres. Ça crée des dynamiques. Et quelles seraient les dynamiques de celui-ci ? Je suis pas du tout d'accord avec vous. Pardon de vous le dire. Alors déjà, en 84, le liste présenté par le PC avec Georges Marchais est alors ce n'est pas beaucoup, mais à 3/10 de plus que la liste du Front National, et au contraire 3/10 de moins. Non, de plus. Georges Marchais fait 11,2 et Jean-Marie Le Pen fait 10,95. Bon, ça s'est joué, c'était quand même le coup de tonnerre de 80. Mais en tout cas, je me permets de vous corriger, c'est pas le FN qui est devant le PC. C'est en 86, aux législatives proportionnelles intégrales, où le RN, ou le FN, est devant. Mais au contraire, traditionnellement, les élections européennes, comme c'est une élection extrêmement à part, très différente des autres élections à deux tours, n'a jamais d'impact sur le cycle électoral. Quelques exemples. En 94, Philippe de Villiers fait une percée absolument incroyable. Il fait 12,5 ou 13%. On parle de lui comme le nouveau héros de la droite. 9 mois après, à la présidentielle, il fait 4. Et je ne parle pas des écologistes qui se revendiquent en 2009 et en 2019 le primat et la dominante à gauche. On voit ce qui se passe à l'élection présidentielle. Là, en revanche, où je vous rejoins, c'est que c'est vrai, compte tenu de ce cycle électoral très très étrange, il n'y aura pas de régional avant la présidentielle, contrairement à 2017 et 2022, il y a des fortes chances que ce scrutin ait un impact plus fort sur le cycle électoral, et peut-être sur 2027. Imaginons un RN très largement en tête qui fait 2 fois plus que Valérie Hayé, ça donne une dynamique pour la candidate Marine Le Pen dans la perspective de 2027. Un mot, puis on va qu'on parle quand même de la CPI. Oui, d'accord et pas d'accord, parce qu'effectivement, plus de 30 points, c'était quand même ce qu'on disait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le RN, il va en finale, mais il sait qu'il perd la finale. Là, pour le coup, à plus de 30 points, on commence à tutoyer autre chose, et c'était une frontière plus que symbolique. Ça décrit quand même, parce que le mode de scrutin, encore une fois, rappelons-nous que cette période-là, il y avait des grandes régions. On travaillait pas exactement de la même manière. Là, pour le coup, c'est cette authentification nationale avec un scrutin à la proportionnelle intégrale, c'est quand même majeur. Et là, ça rejoint ce que dit Régis, pour le coup, plus que l'histoire d'ailleurs. Après, il y a quelque chose qui vient se raconter maintenant. Il y a deux aspects. Il y a le premier aspect interne au RN, qui est lui qualifié déjà en finale, mais avec qui ? Et c'est un vrai sujet. Et c'est pas qu'un sujet autour, c'est pas des gens qui veulent déstabiliser, c'est un sujet à l'intérieur du Rassemblement national. Est-ce qu'on y va avec quelqu'un qui a perdu 2 fois déjà, ou est-ce qu'on y va avec quelqu'un qui vient de marquer les points comme jamais ? Ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, c'est à gauche.
ça crée des conditions. C'est-à-dire que pour le coup, aujourd'hui, on voit bien que le grand débat, alors je parle pas rappelons-nous de l'affaire de Marseille où quand la gauche s'était unie derrière, mais bon. Il y a une volonté stratégique qui a eu lieu en 2022, qui n'avait pas pu aboutir, Frédéric le sait. Après, aujourd'hui, il y a quand même ces gens qui essaient, en dehors de M. Mélenchon, de tenter de créer les conditions d'un premier tour. Et dans ce cas-là, effectivement, Régis a raison, cet avant-premier tour de la présidentielle que constituent les européennes aurait une vraie vocation à créer les conditions de quelque chose de nouveau. Et c'est quoi ce nouveau? C'est qu'on sait que Emmanuel Macron ne sera plus là. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire que cette élection, elle est très ouverte, pour le coup, pour celles et ceux qui veulent prendre la deuxième place en finale face au Rassemblement national qui est déjà qualifié. Changeons de sujet et parlons donc de la requête du procureur de la Cour pénale internationale qui demande des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Netanyahou et également les dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. C'est le communiqué de presse du Quai d'Orsay cette nuit. Ce n'est pas un soutien au procureur, si on est très précis. C'est une formule polie. Néanmoins, il y a des pays comme les États-Unis, comme l'Italie, ou même l'Angleterre, Rishi Sunak, qui se sont élevés contre cette mise sur un pied d'égalité d'un pays comme Israël et d'un mouvement terroriste. Et je vois des réactions. Certains disent, rappelons que déjà que la CPI n'a émis aucun mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad, ni contre les Houthis, ni contre Erdogan qui massacre les Kurdes, ni contre Xi Jinping qui génocide les Ouïghours. On peut s'interroger sur les motivations de la Cour pénale internationale. Régis ? Alors, je voudrais, sans rentrer dans les polémiques qui sont déjà furieuses depuis quelques jours. Mais ça pose la question, est-ce qu'on peut simplement rappeler certains principes et en particulier éclairer la décision de la France. Les États-Unis ne soutiennent pas, ils ont soutenu pour le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis ne sont pas membres de la Convention de Rome. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas cette compétence, pas plus d'ailleurs que Israël, pas plus que la Russie. Bien. Donc, c'est une juridiction que nous, la France, pluriel, non pas de majesté, mais pluriel français, nous, on reconnaît les compétences de cette juridiction. Donc, la moindre des choses, lorsqu'elle, dans le cadre de ses compétences, elle entame une procédure, et la procédure, je vais rappeler ce qu'elle est, c'est-à-dire que le parquet, le procureur, ouvre une procédure et demande un certain nombre de mesures, et en particulier l'émission de mandat d'arrêt. Mais il n'a pas la compétence pour le faire. C'est une juridiction du siège qui peut le faire, je crois. Ça s'appelle la chambre préliminaire. Donc, il faut pas oublier qu'on est dans ce cadre-là. Nous avons une position qui est celle du parquet, c'est qui lui est propre, et ensuite il y aura tout le débat, surtout un débat contradictoire. C'est-à-dire que devant les juridictions du siège, les instances du siège de la CPI, il y aura des avocats, il y aura des débats. Bon, donc, est-ce que faut bien voir ça. Donc, je sais que la position de soutien de la France est très critiquée. Non, la France soutient l'existence de cette juridiction. Attendez, vous imaginez s'il y avait le parquet national financier qui lançait une procédure et le président de la République disait je suis pas d'accord. L'Italie l'a fait. L'Italie fait partie de l'ONU de la même manière. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, mais la question qui se pose, c'est l'interpellation faite par la réquisition du procureur qui met, encore une fois, le Hamas, mouvement terroriste, face à un État. Valérie, c'est une question directement politique. Alors, l'initiative qui a été prise est une initiative politique, bien évidemment, on va pas se raconter d'histoire, mais là, on est dans un cadre judiciaire, on est dans un cadre juridique et judiciaire, par conséquent, mais attendez, que l'Italie critique ça, que les Américains critiquent. D'ailleurs, les Américains, attendez, Valérie, les Américains, je rappelle que parmi les infractions de la CPI, il y a le crime d'agression et que monsieur George Bush
va mourir dans son lit. Hein. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, les 2 poids 2 mesures, l'utilisation politique qui est faite en permanence, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, et la France s'en remet à cette procédure. Point. On peut rien dire d'autre. Après, il y a le débat politique, il y a le débat concret, les faits, ce qui s'est produit, et ce que vous venez de dire, qu'on mette sur le même plan les gens du Hamas et les dirigeants de l'État israélien. C'est un vrai débat, ok. Mais il faut s'inscrire dans ce cadre et laisser la juridiction, pour une fois, faire son boulot. Jean-Christophe. Oui, il y a quand même une différence avec le procureur Khan, c'est qu'il agit en live. Et la CPI jusqu'à présent, c'était longtemps après. Et donc, ça veut dire que quand un pays soutient, effectivement, parce qu'il soutient une action judiciaire, parce qu'il est partie prenante, il devient un acteur géopolitique au même titre que le procureur. Et ça, c'est très nouveau. Alors, il est très respecté, ce procureur, mais il agit en live. Et c'est très différent. Il est très respecté. Non, mais, globalement, par l'univers des figures internationales, du droit international, on va dire ça comme ça, privé et public. Et donc, c'est vrai que il y a une vraie différence parce que ça se fait en direct ou quasiment. Et donc, ça veut dire qu'on n'attend plus 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc là, pour le coup, ça pose une question non pas politique, Régis, mais géopolitique, parce que quand on prend la parole, même depuis le Quai d'Orsay, sur une situation qui est traitée en direct par la Cour, en tout cas par le procureur de la Cour, eh bien, on est de fait, pas simplement un soutien à la Cour, mais aussi, quelque part, un soutien à l'acte d'enquête qui est proposé. Non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je vais poser le problème autrement. Puis après, je vais donner un autre exemple par rapport à ce que vous dites. On est 4, mon ami. Que pouvait dire la France? Que pouvait dire la France? La même chose que l'Italie. La même chose que l'Italie. Ensuite, alors Régis, c'est un débat. On va distribuer la parole. On va marquer une petite pause et retour dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous continuons le débat, on va essayer de faire tourner la parole avec... déjà, avant de parler de la France, de l'attitude de la France, c'est la requête du procureur, donc, et cette décision de renvoyer dos à dos, enfin de mettre sur un même pied, encore une fois, Israël et le Hamas, Jonas Haddad. Déjà, il faut que... Valérie, c'est pas du tout ça. Régis, vous savez, comme dans une salle d'audience, la parole est distribuée. Attention, parlez. Donc... si, quand on appelle à une mise en examen, plus précisément à des mandats d'arrêt contre Netanyahou et les dirigeants du Hamas, je suis désolé. Ce sont 2 affaires distinctes. Mais non, le communiqué. Et d'ailleurs, je précise que dans le communiqué, il y a une prise de position de la part du procureur, puisque le procureur utilise le terme État de Palestine. C'est-à-dire qu'il reconnaît déjà l'État palestinien, ce qui est une prise de position. Enfin, moi, j'ai plusieurs choses pour nos auditeurs, parce que sinon, je pense que ça peut être confus. C'est la réquisition du procureur. Comme dans un procès en France, c'est le procureur, donc le président de la cour en question ne s'est pas prononcé, on est très loin du procès, et donc en fait, la question c'est de savoir est-ce qu'il y avait des charges existantes contre les 2 parties en question, donc à savoir Israël et effectivement la mise sur le même pied que le Hamas. Deuxièmement, lorsqu'il y a un procès, comme dans n'importe quel procès, si aujourd'hui quelqu'un tue quelqu'un d'autre en France, qu'est-ce qui se passe? On va analyser la personnalité de chacun des mises en cause. Et on va bien voir, lorsqu'on va analyser la personnalité, entre guillemets, de Netanyahou et du dirigeant du Hamas, qu'il y en a un qui est élu démocratiquement. Je rappelle que ce n'était pas le cas du Hamas qui a volé l'autorité à l'autorité palestinienne. Que deuxièmement, je termine juste, que deuxièmement, l'autre est une organisation terroriste et qui revendique dans sa propre charte la volonté d'éradiquer l'autre pays. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu une charte de l'État d'Israël qui demande à éradiquer l'État palestinien, qui n'existe pas. Si, alors ça, monsieur, non, je suis désolé. Mais les cartes brandies par Netanyahou à l'ONU. Il n'y a pas de charte. Il y a pas de charte. Il y a un rejet. La plupart des responsables politiques israéliens, d'ailleurs, sont favorables à la solution aux 2 États. Maintenant, nous, la France, c'est la question, c'est la France, qu'aurait pu faire la France? Eh bien, moi, je le vois dans beaucoup d'affaires judiciaires, les politiques s'abstiennent.
Ils disent, je ne vais pas commenter une affaire de justice qui est en cours, etc. Si la France était mal à l'aise dans le cadre de sa politique internationale par rapport à ça, elle n'avait pas besoin de suivre cette position qui est jusqu'au boutiste du procureur et de s'aligner pour mettre un signe égal entre Israël et le Hamas. C'est une mauvaise foi totale, Valérie. Je suis désolé. La France ne soutient pas les qualifications retenues par le procureur. Il y a des faits, il a ses qualifications, c'est son business. Hein. La France a soutenu la démarche de la Cour lorsque il y a eu la procédure contre Poutine. Elle a soutenu le principe de la procédure, non pas son contenu. Elle ne pouvait pas faire autrement que ça. Après, qu'il y ait débat sur les qualifications, vous dites dos à dos, c'est votre interprétation, c'est pas du tout l'interprétation du parquet, et ça peut pas l'être. Je suis désolé, moi j'ai 52 ans de pratique professionnelle, je sais comment marche un procès pénal. Mandat d'arrêt contre des... Enfin, peut-être, si on est dans la nuance, comme le réclamait Frédéric Dabi, mais le message qui est envoyé aujourd'hui... est assez catastrophique. C'est quand même un mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens et des dirigeants palestiniens et des dirigeants du Hamas, avec des qualifications différentes pour les uns et les autres. Ils ont une immunité de principe, les dirigeants israéliens? Non. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Et je termine là-dessus parce que j'ai même pas pu terminer. Juste la chose, c'est qu'à la fin de sa réquisition, le procureur Khan, je le cite, lorsqu'il met en cause la responsabilité pénale de monsieur Sinwar, le patron du Hamas, il dit, je cite, j'ai de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale de monsieur Sinwar, qui est le chef du mouvement de résistance Hamas dans la bande de Gaza. Donc lui-même, il qualifie quelque chose qui est une organisation terroriste reconnue par tous les États d'un mouvement de résistance dans la bande de Gaza. Donc si là vous voyez pas qu'il y a une prise de parti, moi je sais pas ce qu'on peut faire. Et puis précédemment, c'est le droit international. Je donne la parole à Frédéric. Terroriste, je suis d'accord aussi. Terroriste. Des résistants terroristes. À Frédéric. Oui, absolument. Absolument, comme le FLN. Jean Quatremer, qui est journaliste, s'était penché sur la demande du procureur et il est tombé sur le rapport d'activité numéro 22 et un message du procureur qui parle des survivants, les héros, nana, et ça se termine par « Inch'Allah ». Est-ce qu'un procureur de la Cour pénale internationale termine un message par Inch'Allah? On peut s'interroger sur la neutralité de ce procureur. Frédéric, Frédéric va parler, vous réagirez après. Je ne vais pas rentrer sur la dispute en droit, c'est pas mon domaine de compétence. Je dirais seulement l'interprétation, c'est ça, l'interprétation pour la population. Fait l'IFOP depuis le 7 octobre. On a travaillé pour le CRIF, on a travaillé pour le Figaro, pour la Tribune Dimanche, etc. On a des Français qui ne renvoient absolument pas dos à dos Israël et le Hamas. Si je prends la dernière enquête faite le 7 avril pour le CRIF, publiée dans la Tribune Dimanche, 70% de la sympathie pour Israël. Alors c'était 82 au lendemain du 7 octobre, il y a un effritement, moins de 10% pour le Hamas, et 6 mois après, les actes du Hamas sont perçus comme des actes terroristes à 56% et seulement 8% comme des actes de résistance. Et le fait qu'il y ait cette sympathie qui reste toujours très forte pour Israël après le 7 octobre, malgré les drames des bombardements sur Gaza, c'est le fait que pour les Français, le 7 octobre a réactivé le traumatisme du 13 novembre. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de la Rave Party dans le désert du Negev? C'est un Bataclan à ciel ouvert. Et je finis par un autre chiffre, une majorité de 56% des Français trouvent légitime l'objectif d'Israël d'éradiquer, d'éliminer le Hamas. On a la France des réseaux sociaux éruptive, où on a l'impression que c'est du 50-50. On a la France des sondages, qui n'est pas parfaite, mais qui est un meilleur reflet de l'opinion publique, qui est quand même très favorable à l'État d'Israël. Mais Frédéric, un CPI ne doit pas se déterminer par rapport à ce résultat. C'est pas ce que j'ai dit, mon cher. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, mais ce que je veux dire, d'accord, oui, ça je sais très bien. C'est les opinions des Français. Ce que je trouve curieux, c'est que, en plus, cette cour, elle a été créée par l'Occident, pour taper d'abord sur les Africains et ensuite sur les Yougoslaves. Donc c'est très bien. C'est un instrument au service de l'Occident. Bien. Donc aujourd'hui, elle se trouve dans une situation délicate. Vous avez raison, j'ignorais qu'il terminait ses réquisitoires par Inch'Allah. Ça en dit long sur ce qu'est cette course. Ce que je constate simplement, c'est que quand ils ont lancé la procédure contre Vladimir Poutine, tout le monde a acclamé, la France a soutenu. Et là, quand ils lancent une procédure à la fois contre les gens, et c'est pas un dos à dos, hein, il faut
font une procédure spécifique concernant les gens du Hamas, et ils font une procédure spécifique concernant Netanyahou et Yoav Gallant. Ce sont des procédures dirigées contre les gens, hein. C'est pas dirigé contre un État, contre des personnes physiques. Je vais dire, là-dessus, la France soutient non pas le contenu, elle soutient le principe. Mais d'accord, mais là on était sur le message qui est envoyé, Hamas, Israël, même combat. Or, on peut peut-être faire preuve d'un peu plus de nuance, Christophe. Régis, il y a une dimension, encore une fois, je le redis, cette pratique en direct crée les conditions d'un acte géopolitique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même s'il est fondé à titre personnel dans une action intentée qui évidemment sera jugée plus tard, on est bien d'accord. Là, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, il y a une partition du monde qui se fait sur je mets dos à dos, j'accuse les uns, j'accuse les autres. Et lorsqu'il y a une prise de position, qu'elle soit française, américaine, italienne, allemande, britannique, et regardez ce qui se passe en Europe, c'est beaucoup moins clair que la position française. Et on est dans un contexte où des gens appartiennent à la Cour pénale internationale aussi. Et donc ça veut dire qu'on est de fait embarqué dans une communication géopolitique, de position géopolitique et donc diplomatique, même si on est fondé à soutenir le travail de la CPI. Un mot, Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, prend l'avion ce soir pour la Nouvelle-Calédonie. Ça y est, le président remonte ses manches, il va aller régler la situation. Enfin, faut quand même se dire que même si pour certains c'est loin, la Nouvelle-Calédonie c'est la France, on a tous eu, moi j'ai eu des personnes au téléphone, des amis qui sont retranchés chez eux, et la seule consigne que donnent les forces de l'ordre, c'est vous tirez dans les jambes quand il y a des gens qui viennent vous voir. Deuxièmement, et je l'ai mis sur Twitter et je le redis ici, on a une réactivation du racisme anti-blanc à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. On voyait des gens, mais face caméra, disent on va aller chercher les Blancs partout où ils se trouvent, piller les magasins, descendre dans les maisons. Donc ça, il faudrait que ça cesse. Là, vous rentrez sur l'aspect de la problématique même du conflit. Là, c'est la question sur le président de la République. C'est de la com ou pas, Jean-Christophe Galien? Évidemment que gouverner aujourd'hui, c'est aussi communiquer et agir aussi en même temps. Il faut l'espérer. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ne découvre pas la situation néo-calédonienne, ni par le contexte sociétal que tu viens de décrire, et en même temps, on ne découvre pas que la Chine est à l'œuvre dans le Pacifique. Donc pourquoi le président de la République doit y aller, après avoir reçu M. Xi Jinping à Paris? C'est qu'il doit faire face aussi à un contexte international là-bas aussi en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas anodin, puisque les actions de déstabilisation comme celles qui attaquent Monsieur Dabis, quand il ferait des positions au Sud Radio, parce que n'en doutons pas, il y a un travail de fond qui est fait sur les réseaux sociaux. Eh bien là-bas, c'est pas des réseaux sociaux, c'est le terrain, et ça fait 15 ans que les Chinois sont sur place. C'est fini pour aujourd'hui, hélas. Vous êtes censuré, Régis, vous ne réagirez pas sur ce sujet. On se retrouve demain. Bonne journée.